Bonsoir tout le monde. Et content de voir qu'il y a déjà pas mal de gens. Je vois Axel, bien évidemment. Oh tiens, oups. J'avais oublié de couper le son de mon retour. Voilà, c'est pas très malin, mais ça arrive. Voilà, donc bonsoir notamment à Axel qui est présente comme d'habitude, enfin pas comme d'habitude, mais souvent ces temps-ci, et c'est très chouette. On a également Benjamin Capiaumont, si j'ai bien lu. Bienvenue à toi, puisqu'il me semble que c'est la première fois en tout cas que tu commandes sur le stream. Donc cool, il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui viennent, des gens qui découvrent. Alors Benjamin, je vais me permettre une question un petit peu de débutant. Hein, c'est c'est un petit peu le bisutage sur ce live stream, c'est est-ce que tu connais déjà Tigre Volant ou Erdorin 2300, c'est pas impossible. Est-ce que tu as déjà joué, en fait, comment est-ce que t'as connu ce live stream? Est-ce que tu as vu simplement la lumière et que tu es rentré, ou est-ce que c'est quand même quelque chose que tu connaissais déjà un petit peu? En tout cas, merci d'être là. Donc, le principe, je le rappelle un petit peu là encore pour les gens qui découvrent et pour les gens qui vont peut-être voir cette vidéo en rediffusion plus tard. Le principe, c'est donc moi c'est Stéphane Gallet, je suis l'auteur d'un jeu de rôle qui s'appelait Tigre Volant, qui maintenant s'appelle Erdorin 2300. C'est un jeu de rôle de science-fiction. Et le concept de l'émission, c'est que je vous présente ce que j'ai écrit ces 2 dernières semaines, puisque le live stream a lieu toutes les 2 semaines, puis on discute un petit peu des sujets que je propose. J'ai quelques questions. Là, j'ai 2 questions, les questions de l'épisode. Il y en a une, c'est donc pour les nations, jusqu'où aller dans le niveau de détail, et puis la deuxième, c'est on va parler des points de friction, et est-ce que c'est quelque chose qui vous parle au niveau idée de scénario? On en reparlera quand je mettrai le texte en question. Mais avant, j'ai un petit peu un message de service à passer. Puisque vous vous souvenez peut-être que il y a 2 semaines, on avait parlé de la question de racisme, de colonialisme, de sexisme dans le jeu de rôle, en rapport avec un podcast, en tout cas une émission qui avait lieu sur YouTube, un petit peu au format podcast, où 3 personnes discutaient. Alors c'était 2 personnes racisées et puis une femme non hétéro parlait un petit peu du sujet, et puis mettaient en avant en fait leurs expériences de jeu de rôle et en quoi c'était important d'avoir de la représentativité, qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait pas faire, ce genre de choses. Et right on time, vraiment pile à l'heure, le 2e épisode est sorti ce matin. Il fait 2h15. Je me plaignais déjà que le premier faisait 1h45, là c'est 30 minutes de plus. Bam! Mais j'ai quand même pris le temps de l'écouter. C'est très bien, c'est toujours très intéressant. Alors il digresse pas mal en fait. Il voulait faire un truc un petit peu en 2 parties, et puis en fait ça sera en 3. Parce que en fait ils ont fait 30 minutes de plus et ils ont même pas couvert la moitié de ce qu'ils voulaient faire, et ça part plus sur la question des univers, et c'est assez intéressant justement de voir comment présenter. Il y a pas mal d'exemples concrets de ce qu'il faut faire et surtout de ce qu'il faut pas faire dans l'écriture. Je prends des notes. Il y a aussi pas mal de références à des textes. Alors j'en avais parlé un petit peu la dernière fois. Cette fois-ci, ils ont mis des liens dans la description de l'épisode. Il y avait aussi ils avaient parlé d'un autre truc que j'ai malheureusement pas encore vu, donc j'aurais gentiment de leur rappeler que c'était un truc qu'ils avaient promis et qu'ils n'ont pas fait, les saligouins. Mais bon, je pense que ça va venir prochainement. Voilà, donc si le sujet vous intéresse, et même si le sujet vous intéresse pas, je pense que c'est intéressant en tant qu'auteur en tout cas, et surtout en tant qu'auteur comme moi, vieux mec blanc 6-7, logiciel social construit dans les années 60, c'est des choses qui sont intéressantes de garder à l'esprit, c'est que même si le JDR est quand même un loisir de blanc, ça a été créé par un blanc, passablement problématique, parce que Gary Gygax, dont on a fêté la naissance il y a pas longtemps, c'était le 27 juillet, quelque chose comme ça, il avait quand même c'est pas exactement l'individu le plus progressif de la planète, plus progressiste non plus, et donc c'est toujours bon de se rappeler qu'il y a quand même un certain nombre de présupposés dans le jeu de rôle qui sont quand même pas mal hérités de cultures imbibées de colonialisme, de racisme.
faut pas gratter très très loin pour trouver des choses là-dessus. Et il faut pas non plus du coup oublier que il faut garder ça à l'esprit quand on écrit des trucs qu'on n'a pas forcément envie de passer pour tonton réac, quoi. C'est en tout cas mon cas. Voilà. Alors, je me demandais s'il allait y avoir un petit peu plus de monde, mais visiblement, ça sera pas trop le cas. Donc, t'as déjà joué en commençant par la V2, même si j'ai même été avec mes tables en convention. Waouh! Alors là, par contre, je m'aperçois que que visiblement, je vois les choses qui apparaissent. L'affichage du chat est cassé, effectivement. Allez-y on board aussi, on board but not là, ok. Je vais voir là, effectivement, il y a l'air d'avoir un souci avec et on a Victor Dupire qui vient d'arriver. Ouais, effectivement, l'affichage du chat me fait des misères. C'est un petit peu agaçant. Qu'est-ce qu'il me fait là, le machin là? Il fait un petit... Ah ben on a... Oui, alors c'est un peu n'importe quoi ce truc quand même, j'ai l'impression. Et là, soudainement, Axel qui fait hello et ça repop. Je comprends pas. Des fois, c'est assez bizarre. Il y a des trucs qui apparaissent, il y a des trucs qui n'apparaissent pas. Je suis un petit peu agacé par ça. J'essaie de trouver un petit peu des informations sur les instructions en ligne de pourquoi est-ce que ça fait ça. Et puis je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de faire démarrer l'enregistrement. Bon, c'est pas grave, je le récupérerai sur Twitch, même si c'est pas forcément la qualité la plus top moumoute. Mais bon, on fera avec. Bref. Bon, je vais quand même le faire démarrer l'enregistrement et puis je recollerai les morceaux après. Voilà. Donc, du coup, c'est bien que j'ai des retours parce que ça me permet de voir un petit peu ce qui pop. J'ai quand même jeté un œil voir si sur Twitch il y avait des... Je pense pas qu'il y ait du monde trop sur Twitch. Hein. Je vois une personne, mais c'est probablement moi. Test. Oui, alors effectivement, là maintenant ça fonctionne. Effectivement, on a quand même perdu quelques éléments du chat. Hein. On a quand même perdu tout un tas de messages. 10 minutes grosso modo entre marqué 8h54 et 9h06. Pourquoi c'était... Non, c'est effectivement, c'est 8h54, c'est normal. Effectivement, la discussion avait commencé avant le début du chat. Alors, tu pouvais toujours dire des conneries, hein, Axel, c'est pas un problème, c'est juste qu'on les voyait pas à l'écran. Mais j'arrivais quand même à les voir quand... un test interstellaire, on a Vincent Mathieu qui vient d'arriver. Bonsoir à toi, Vincent. Un auteur. Ah, nous avons un auteur dans nos rangs. Non, nous avons plusieurs auteurs dans nos rangs, puisque Axel est autrice également de jeux de rôle. Puisque pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est quand même la personne qui a écrit Les Chants de l'Os. Voilà. Plein de monde, c'est cool. Alors, là, en fait, faut que je me rappelle que je suis encore sur cette caméra-là. T'allais m'insulter. Oui, pourquoi pas. Hein. Donc là, en fait, c'est au niveau de l'écriture. En fait, j'ai commencé à écrire des trucs pour les nations. Pour être précis, quand on avait discuté la dernière fois des nations, je crois d'ailleurs que c'est Axel qui avait suggéré que je rajoute des trucs au niveau de l'économie, au niveau de la sécurité. Alors j'ai écrit des trucs pour les nations terriennes que j'avais déjà commencé à faire. Et puis en fait, j'ai eu une idée, et ça c'était une idée qui avait popé un petit peu à la suite des discussions également d'il y a 2 semaines. C'était de parler des points de friction. En gros, la sphère, c'est quand même un contexte, donc l'espace connu dans l'univers de Tigre Volant et Erdorine 2300, c'est quand même un contexte qui est grosso modo en paix, globalement, mais le mot-clé ici c'est globalement, il y a toujours des coins où ça pétouille avec ou sans artillerie lourde, et du coup c'était le sujet de ces quelques lignes, enfin ces quelques paragraphes, il y a quand même 4 pages, hein, que j'ai écrit sur le sujet. Donc on va revenir de ça après, mais d'abord, je vais peut-être vous montrer ce que j'ai écrit pour les nations. Hop, là c'est mis au point caméra 2. Il faut que je le passe aussi ici. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Donc, et là, donc dans les nations, alors, faut que je vois le bon texte. Parce que les textes que vous voyez, c'est pas forcément les mêmes que je vois moi. Alors, du coup, donc sur la Fédération des Hautes-Terres, j'ai rajouté des trucs. Alors, le comment ça tombe en panne, mais appliqué à la géopolitique, exactement.
Pas qu'à la géopolitique d'ailleurs, il y a d'autres éléments là-dessus sur lesquels je vais revenir. Alors, pour la Fédération de Terre, avec un marché intérieur massif, des ressources et une technologie avancée, c'est la puissance économique numéro 1 sur Terre, soutenue également par un budget militaire conséquent. La plus grande partie des entreprises appartiennent à l'État ou à des acteurs proches, notamment beaucoup d'anciens militaires. Le tout pousse un niveau très enviable. Le tout pousse un niveau de vie, oui, j'ai peut-être oublié des trucs, de vie très enviable avec assez peu d'inégalité de revenus. Dans un registre plus anecdotique, l'électronique ménagère et de loisirs Highlander est très courue dans l'espace terrien, faisant parfois l'objet d'une contrebande un peu absurde mais profitable. Un coup de social en plus, oui, tout à fait. Ça sera les trucs qui seront mentionnés. Alors, la sécurité. Ici, on ne plaisante pas avec la sécurité. De nombreux corps institutionnels ont des pouvoirs de police plus ou moins étendus et à peu près tout le monde a les liens avec des services de renseignement. Les associations d'habitants patrouillent leur quartier, la police traditionnelle est là pour les interventions plus tendues et face à des menaces plus conséquentes, certains éléments des forces armées locales sont formés, oui c'est formé, c'est les éléments, pour intervenir pour des opérations de maintien de l'ordre, sans parler de certaines officines gouvernementales qui ont leurs propres troupes. Il y a bien entendu des organisations criminelles, mais elles sont souvent liées à des organismes officiels ou à tout le moins contrôlés par les services de sécurité. Voilà, donc là, pour la Fédération des Hautes-Terres. Ensuite, pour l'Europe. Alors, je crois que j'ai rajouté aussi quelques textes à gauche à droite dans l'Europe parce que je me suis aperçu qu'il y avait quand même vraiment des trucs qui étaient beaucoup trop succincts. Il va falloir aussi que je m'emploie à développer les textes parce que là, un paragraphe, c'est vraiment trop peu. Alors, l'économie européenne a la réputation de reposer principalement sur les travaux publics, surtout autour de la reconstruction de zones ravagées par les guerres mondiales du XXe et XXIe siècle. J'avais même pensé que j'avais même une idée assez absurde, je me demande si je vais la garder ou la mettre là-dedans, c'est d'avoir des chantiers classés monuments historiques. Pas le bâtiment, le chantier en fait. Alors ce n'est que partiellement le vrai, mais il est vrai que la dépense publique soutient des pans entiers du commerce européen, principalement parce que beaucoup de besoins vitaux, habitats, soins, nourriture sont sortis du domaine purement marchand. La recherche de pointe est un autre moteur, notamment grâce à des institutions académiques de haut niveau et un peu aussi de l'espionnage. Très variable suivant les régions, le niveau de vie de la population est plutôt élevé en moyenne. Ici, on ne plaisante... Vous ne volez pas le casque d'un policier Highlander. Ah bah si tu touches à l'uniforme, attention, là ça rigole plus du tout. Vous ne téléchargeriez pas un uniforme. En vrai, avec les imprimantes 3D, si en fait. Un point commun avec Singularité, mais bon, je sais ce qui m'a inspiré. Faut que je te cite dans les remerciements, ouais. Alors, alors, la sécurité. Si dans son ensemble, la Confédération européenne est une nation sûre avec des agences de sécurité efficaces, c'est surtout vrai dans les endroits avec une forte densité de population, donc un bon quart sud-ouest du continent. De nombreux espaces sont peu peuplés et peuvent parfois abriter des bandes criminelles plus ou moins importantes, et l'espace européen est aussi constellé de mafias ethniques, souvent spécialisées dans l'une ou l'autre activité, parfois en concurrence les unes avec les autres. Les forces de police européennes reposent en partie sur un service citoyen qui peut être militaire ou civil, ainsi que sur des corps cantonaux. Au niveau fédéral, la brigade territoriale gère les crimes majeurs, crime organisé ou espionnage par exemple. Allez, j'avais rajouté des trucs dans le c'est plus compliqué que ça. J'avais dit, l'Europe c'est vraiment plus compliqué que ça, etc., etc. Corollaire du précédent, la réponse canonique à n'importe quelle question concernant le fonctionnement de la Confédération européenne est « ça dépend des cantons ». Oui, c'est une blague suisse. Alors, toute la Confédération européenne est une blague suisse, soyons honnêtes. Alors, économie pour les États-Unis nord-américains, autrefois puissance économique majeure, les États nord-américains ont beaucoup périclité. Il y a de beaux restes, notamment dans les domaines de l'industrie lourde, de l'automobile et l'armement, ces deux dernières étant souvent fusionnées. Le domaine privé se taille la part du lion dans l'économie américaine et même dans des domaines qui devraient être publics. Le niveau de vie global est élevé, mais cache parfois de fortes inégalités territoriales. Alors là, on a Yellow Shark qui vient d'arriver. Salut à toi. Merci d'être passé. Alors, je sais que j'avais rajouté un truc. Ah oui, c'est un peu plus loin, c'est plus compliqué que ça, c'est cool.
J'avais rajouté aussi un élément là-dedans. Alors, dans une grande partie du pays, l'armement personnel et véhiculaire est légalisé, les voitures individuelles sont au minimum blindées et le plus souvent équipées de quelques mitrailleuses. Les routes ne ressemblent pas pour autant à des champs de bataille, mais certains incidents mineurs peuvent parfois dégénérer en une explosion d'ultra-violence aussi brève qu'impressionnante. Et si les secteurs densément peuplés bénéficient de moyens substantiels en termes de sécurité, d'autres sont laissés complètement à l'abandon. Face au surarmement de la population, la police américaine est fortement militarisée, c'est là pour pratique de vouloir résoudre les conflits sans violence. Au premier coup de feu, c'est la puissance de feu maximale qui parle. En sus de ses prérogatives fédérales, le FBI a également repris les services de renseignement extérieur. La CIA a disparu à la fin de la Troisième Guerre mondiale dans des circonstances s'apparentant à de la trahison. Donc ça, c'était un petit point historique dans l'univers. Voilà, un peu comme en Europe, la nostalgie d'un âge d'or généralement situé entre les Deuxième et Troisième Guerre mondiale est très présente dans les nations américaines, mais ça, j'en parle aussi dans les cultures, donc je suis pas sûr que je vais le laisser. Et surtout, il existe une 7e nation sur le territoire américain, donc North American United States, il y a 6 nations, mais il y en a une 7e, les peuples natifs. Ils ont repris le contrôle sur des terres qui leur appartenaient autrefois et qui ont été abandonnées au cours des décennies. Ils détiennent ainsi un pouvoir local, voire régional considérable, quoique officieux. Visiblement, c'est typiquement le genre de truc dont l'État fédéral ne veut pas entendre parler, mais en fait, ça les arrange bien parce que ça leur permet de ne pas avoir à s'occuper de trucs qu'ils n'ont pas envie de s'occuper. Clairement. Ensuite, Israël. Alors, je pense que Israël, il va quand même falloir que je mette une grosse note explicative en disant que l'Israël de l'univers d'Erdorin a passablement bifurqué dans les années 1990 où, après la guerre contre la République islamique, ils se sont retrouvés cantonnés à leurs frontières de 1947 et que fondamentalement, tout ce qui s'est passé après dans notre monde est nul et non avenu là-dedans. Des quasi-nations. Oui, tout à fait. J'avais vu un acronyme qui était Quango, qui était Quasi-National Governmental Organization, un truc dans le genre. C'est un acronyme qui existe dans le vrai monde où on paye les factures, donc ça peut être intéressant. Oups. J'essaie de rien casser, mais je garde toujours un œil sur le retour pour voir s'il n'y a pas d'autres conversations qui pop. Là, je vois qu'il y a une deuxième personne qui vient d'arriver sur Twitch. Je vérifie quand même si cette personne n'est pas en train de discuter. Après, je soupçonne que l'ami Imaginos est probablement en train de lurker dans un coin. Donc, si tu es là, bienvenue à toi. C'est un habitué de mes streams, mais en général, il ne commente pas. Alors, pour l'économie israélienne, une grande partie de l'économie israélienne provient du transit de marchandises. Le pays est une plaque tournante pour les transports entre la Fédération des Hautes-Terres et la Confédération européenne, mais il y a aussi une flotte spatiale marchande conséquente, bien que plus petite que celle de Singapour par exemple, et quelques comptoirs commerçants dans la sphère. Le pays a un des niveaux de vie les plus élevés de la planète, mais il compte aussi quelques des plus grosses fortunes grâce à une fiscalité qui sait être très arrangeante. Beaucoup d'ultra-riches voisins ont des holdings personnels basés à Chypre ou à Beyrouth. Donc c'est un petit peu devenu de ce point de vue-là la Suisse ou le Luxembourg de l'univers, enfin en tout cas de la Terre. Un peu moins de l'univers d'Erdogan. Si tu le retrouves, je le... Ouais, écoute, je pense que c'est un truc, tu dois pouvoir le rechercher assez facilement, le Quango. Je sais plus si c'était Quango ou Qango. Je pense que les deux acronymes doivent exister. Alors ensuite, au niveau de la sécurité, entre son passé qu'on qualifiera de mouvementé, sa position de frontière entre deux blocs, Israël est une nation qui ne plaisante pas avec la sécurité, entre son armée qui serait déjà pléthorique pour une nation 2 fois plus grande, des forces de sécurité très entraînées, une population qui a souvent une formation militaire non négligeable, le pays est très sûr. La criminalité se trouve le plus souvent dans des bureaux climatisés qui proposent des services financiers en toute discrétion. Ah, Quango, Quasi-Autonomous Non-Governmental Organization. D'accord, ok, c'est un petit peu différent de ce que je pensais, en fait. Mais ça probablement être ça. En plus, ça sonne un peu Swahili. Oui, alors non, alors le Swahili, moi j'en ai déjà tripoté un certain nombre pour le boulot, parce qu'on a de temps en temps eu des bouquins des publications qui ont été traduites en Kiswahili, et c'est pas tout à fait la même chose, hein. Il n'y a pas assez de W, par exemple. Copacabana. Alors, Copacabana, j'ai agrandi un petit peu, j'ai rajouté des trucs, parce que là, c'était vraiment, vraiment très minimal.
J'ai rajouté le fait que dans la géographie, le territoire est principalement urbain, mais aussi très montagneux. La ville compte également quelques quartiers sous-marins. J'aime beaucoup l'idée d'un État d'Israël qui se retrouve une plaque tournante d'espions comme Berlin dans l'après-guerre. Oui, il y a un peu de ça. Il y a un petit peu de ça. Avec en plus un côté très marchand, quoi. Ça, j'essaie de trouver un équivalent, mais ouais, c'est difficile de voir peut-être Panama ou un truc comme ça, mais bref. Alors, au niveau de l'économie, comme beaucoup de villes frontières, l'économie de Copacabana repose en grande partie sur le commerce et le transit de marchandises, surtout grâce à son starport, ce qui signifie également énormément de contrebande, deuxième sport national après le football, bien entendu. Le courtage en information, aussi appelé espionnage en d'autres lieux, est un secteur également très actif. Le niveau de vie n'est pas très élevé, mais la ville a une politique sociale très solide. Venise à la Renaissance, oui, peut-être un peu de ça, ouais. Il faut vraiment avoir alors, la Venise à la Renaissance sont les velléités militaires, sont les velléités d'extension de territoire, qui sont complètement passées de mode depuis 2090 à peu près. Ah oui, j'avais rajouté Copacabana est une des nations les plus métissées de la Terre. C'était déjà le cas avant la Troisième Guerre mondiale. Le 21e siècle a amené une grosse communauté de réfugiés nord-américains, puis d'autres réfugiés cherchant à fuir l'avancée de la Fédération des Hautes-Terres. Depuis, la ville libre a aussi gagné une population non humaine assez conséquente. L'attitude générale est très relaxe, en tout cas en apparence. Il y a des tensions, mais elles sont assez bien cachées. Copacabana est principalement le quartier éponyme, est, et non pas soit, un haut lieu des arts vivants. J'avais rajouté des trucs aussi pour la sécurité. Si les chiffres de la criminalité sont plutôt élevés, surtout par rapport à sa voisine, ça concerne surtout les trafics en tout genre, les arnaques et les vols sur touristes. La police locale, appelée Condor, n'est pas très stressée, à l'image de la population, mais elle est raisonnablement efficace. Elle est secondée par la douane, un service de contre-espionnage et d'enquête. Alors, on reste un petit peu dans la base. C'est vraiment histoire de poser des choses. Alors, Singapour, je sais plus si j'avais... Parce que Singapour, en fait, j'ai pas mal réorganisé parce qu'il y avait pas mal des éléments que je cherchais à mettre au niveau de l'économie et de la sécurité qui se trouvaient déjà dans le texte, et donc j'ai un petit peu réorganisé tout ça. Alors oui, dans ça, et on a Cousin d'Alesque qui vient d'arriver. Kyoshi Kerensky, citoyenne de Copacabana, avec également un passeport américain et sous d'autres identités, un passeport parisien. Et probablement des laissez-passer de 3 ou 4 clans Eldarin extrêmement bizarres. Alors, si dans les textes Singapour est une démocratie parlementaire, elle est soumise à un régime d'exception instauré en 2011, une sorte de loi martiale un peu bâtarde, un conseil restreint gouverne la cité, composé pour moitié de civils et de militaires. De plus, son indépendance politique dépend beaucoup du bon vouloir de son puissant voisin, au point que certains analystes le considèrent comme un protectorat Highlander. Alors, puis au niveau de l'économie, importante place boursière au niveau terrien, mais aussi stellaire, grande puissance commerçante et bancaire, Singapour est une cité riche. Si la population vit raisonnablement bien, il y a simplement de grandes disparités entre les différentes strates sociales de la population. Je crois que ça, j'avais déjà mis dans un autre paragraphe. Société Singapour a tous les atours d'une cité d'affaires qui ne dort jamais, avec des activités à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit et des cordes d'employés souvent en uniforme qui sillonnent ses rues et couloirs. Et si les règlements internationaux garantissent un certain niveau de vie à ses habitants, la concurrence est féroce. Il faudrait que je le reformule d'une autre manière, mais enfin fondamentalement, le Singapour fait le minimum légal. Peut-être même un peu moins sans que ça se voit trop, et puis pour le reste c'est démerdenzizi, c'est probablement plus libéral que les États-Unis. Pas envie d'y aller, non, clairement pas. Si elle n'a pas officiellement d'armée, elle dispose d'une police notamment dépourvue de tout sens de l'humour, surtout ce qui concerne les râleurs ou ceux qui jettent des papiers dans la rue. Officieusement, son armée s'appelle l'armée de la Fédération des Hautes-Terres. Et je crois que c'est un petit peu tout ce que j'avais mis au niveau des nations. C'est là qu'en fait je vous rappelle la question, la première question de l'épisode, qui était niveau de détail. Est-ce que ça vous paraît, on va dire pour les sections, parce que je pense je vais rajouter du texte là tel que c'est écrit. C'est vraiment très minimaliste. Je vais probablement rajouter au moins un paragraphe par section dans chacune des nations, mais Kyoshi aime bien Paris. Alors pour être très précis, je pense que c'est pas Kyoshi qui aime bien Paris,
c'est son alter ego. Copacabana et à peu près toutes les cités atalanes, oui, par exemple. Alors quand tu dis alors oui là j'approuve pour les différentes sections. Hop, tiens, on va passer en mode nuit. Hop. Je veux dire, assez de détails et de fluff pour avoir une idée de l'ambiance des nations. Ok, d'accord. Bien, bah parfait, c'est un petit peu ce que je voulais savoir. Touk, oui, j'avais rajouté 13 Stars, mais ok, plus un pour Cousin Alesque. Donc je vais partir du principe que pour le moment c'est une bonne base. Et voilà, on va pouvoir fermer le chapitre des nations et passer à... J'ai dit propriété. Bien là. C'est court mais suffisant pour pouvoir broder sans te faire de la voltige dans le vide. Ça me paraît pas mal, tu dis Vincent, un bon compromis entre un survol rapide, le surviol rapide c'est peut-être pas forcément très heureux comme typo, juste ce qu'il faut pour avoir une présentation poussée, juste ce qu'il faut pour avoir un cadre de jeu efficace. Alors, poum. On est déjà passé sur les points de friction. Cool. Ça semble raisonnable, concis, on peut se projeter dedans. Ok, super. Bah, je vois qu'il y a en tout cas dans ce chat, il y a l'air d'avoir une unanimité sur le format, donc c'est bien. On va en rester comme ça. Je fais l'unanimité, enfin entendons-nous bien, je fais l'unanimité sur les 5 personnes qui ont commenté. J'ai petite anecdote, lorsque j'ai commencé à bosser sur Tigre Volant. La 3e édition, j'étais persuadé que j'allais en vendre des palettes parce que tout le monde sur internet était très très enthousiaste à l'époque sur les forums comme Casus No ou Panda Pirate ou les choses comme ça au FFJDR, et en fait c'est là où j'ai compris qu'il y a une grande différence entre le rôliste internet et le rôliste qui achète des livres. Alors c'est pas que c'est pas les mêmes, oui, mais ils sont quand même beaucoup plus nombreux ceux qui achètent des livres, sauf que là en fait non, ils étaient pas plus nombreux. Les points de friction, c'est une blague Eldarine. Alors, tu vas rire, parce que déjà non, c'était dans la description. J'avais dit que non, c'était pas une blague Eldarine. Enfin, oui, c'est une blague Eldarine. Dans le contexte, non, ça n'en est pas une. Mais effectivement, je l'ai pas mis dans le texte, mais voilà. Tout le monde y avait pensé, mais moi aussi. En fait, j'aurais sûrement pu te le dire à l'époque, vu que la règle en communication est la suivante. Toujours faire attendre les gens. C'est ça la règle ? Dans ce cas-là, ça marche super bien en fait. « 1000 fans, 5% répondent positivement à une demande d'action, 1% donne des sous. » Oui, ouais, c'est probablement quelque chose comme ça. Mais surtout, ouais, il y a un côté moubrage, et puis là, ben, fondamentalement, il y a quand même un biais comment dire, une sorte de biais de confirmation, puisque fondamentalement, c'est des gens qui vous êtes des gens qui s'intéressaient un petit peu au jeu déjà de base, et puis qui s'intéressent suffisamment pour venir sur le stream. Donc voilà, c'est le décalage horaire entre le Valais et Genève. C'est quelque chose comme ça. Oui, tant qu'ils envoient pas les octets par Chronopost, ça va. Alors, donc, point de friction. Globalement, la sphère de l'an 2300 est en paix. Le mot-clé ici est globalement, sans aller jusqu'à la pratique des Atlani, qui considère tout ce qui n'est pas une guerre majeure tout ce qui n'est pas une guerre majeure est à classer sous le terme incident. Il y a un certain nombre d'endroits où ça chauffe plus ou moins fort. Des fois, ça implique de l'artillerie lourde, mais pas toujours. En fait, le premier truc, il faut probablement que je réorganise ça parce que c'est un petit peu le sbul, mais le premier truc, c'était un petit peu justement, comme on parlait de colonialisme, je voulais un petit peu préciser les trucs par rapport à la Fédération des Hautes-Terres. La bibliothèque tachyonique est encore d'actualité dans les derniers... Alors la bibliothèque tachyonique, ça dépend ce que tu entends par là. Si tu entends les suppléments
Je pense que il y aura des suppléments. Est-ce que ça va s'appeler bibliothèque tachyonique? Non. Mais la bibliothèque tachyonique, le contenu de la bibliothèque tachyonique est tout ce qui était du contexte, ça reste raisonnablement d'actualité. Il y aura peut-être des petites actualisations, des petites mises à jour, mais grosso modo, on va dire entre 80 et 90% du contexte de Tigre Volant 3 est le même que dans Erdorin 2300. Avec des formulations peut-être un petit peu différentes, mais grosso modo, il y a très peu de changements. Tout le monde s'enthousiasme pour l'ose, mais je rappelais elle du 1%, le but c'est de le dépasser, c'est sûr. Par contre, dans l'univers, le terme bibliothèque tachyonique est aussi un terme intradiégétique, le terme que j'aime beaucoup, parce que il y a un truc qui s'appelle la bibliothèque tachyonique, qui est une sorte de Wikipédia globale dans l'univers dans l'univers d'Erdorin. Le terme bibliothèque tachyonique désigne quelque chose dans l'univers lui-même. Alors, les colonies Highlander. Très tôt, la Fédération des Hautes-Terres a montré des tendances expansionnistes. Les mauvaises langues remplacent très tôt par tout de suite, en montrant l'exemple de la 4e guerre mondiale, ce qui se défend. Mais si on a souvent tendance à parler de pratiques coloniales, la réalité est un peu différente, mais pas beaucoup plus reluisante. Déjà, la Fédération des Hautes-Terres regroupe sur Terre la grande majorité des espaces qui, dès le XVe siècle, ont été colonisés par les puissances européennes, Asie, Afrique, Amérique latine et Océanie. Même 3 siècles après la décolonisation, la vraie, celle qui a impliqué une guerre nucléaire, le sujet reste encore sensible. Alors, touk. À propos des 5%, une fois Erdorin 2300 sortie, on aura la base pour proposer des suppléments de compte, décor, contexte, aventure sur le même modèle. Moi, je suis assez pour. Et en fait, alors, on parlera peut-être vers la fin. Rappelle-moi d'en parler. À la fin, on pourrait peut-être parler des formats que j'ai en tête, enfin, les idées de formats que j'ai en tête pour la gamme en elle-même. Donc voilà, de plus, arrivé à l'âge des étoiles, les stratèges se sont aperçus que la sphère pouvait difficilement être considérée comme une terra nullius, un territoire n'appartenant à personne. C'est dans le contexte de la colonisation au début, c'était un petit peu une des justifications pour coloniser, c'est que en fait, ils colonisaient une terre qui appartenait à personne, ce qui n'était pas vrai du tout, mais ça signifiait aussi que les gens qui étaient déjà sur place, on les considérait comme étant personne. C'est un des trucs que disaient les 3 intervenants sur la vidéo sur la colonisation et le jeu de rôle, c'est que fondamentalement le concept de la colonisation, c'est de partir du principe que des gens sont des objets. Décoloniser le jeu d'hier, ça m'a bien inspiré. Ah, complètement, oui. Et en plus, alors, si tu veux, c'est pas quelque chose auquel je n'avais jamais pensé, mais il me manquait le déclic de voir comment le mettre en forme et comment mettre en forme mes propres idées, en fait. Donc, le moine Cahuster étant souvent lié à tel clan ou tel guide, il a fallu ruser. Dans un premier temps, la Fédération a recherché des territoires orphelins ou un peu abandonnés par leurs légitimes propriétaires, surtout des habitants en déshérence ou au bord de la faillite, voire quelques mondes loin des routes commerciales. Il leur a proposé de les prendre sous son aile, et dans un premier temps, ça a plutôt bien marché. Assez rapidement cependant, le Kepnes s'est aperçu de la manœuvre et craignant une déstabilisation rapide de la région, a exigé un droit de regard sur tout nouveau changement de propriétaire. C'est dans ce contexte qu'il a également offert 5 planètes à la Confédération Européenne et au NAUS. C'est un truc qui en fait m'a permis d'expliquer rétroactivement pourquoi soudainement par pure bonté d'âme les Européens se sont retrouvés avec 5 planètes, bon, qui étaient toutes buggées, hein, mais voilà, à part une, et on n'est pas sûr, c'est peut-être parce qu'on n'a pas encore découvert le bug. Elles sont longues et alors oui, disons que c'est surtout qu'elles sont pas si chiantes que ça. Mais elles sont longues, il y a pas mal de digressions, il y a pas mal de gens qui parfois sont beaucoup trop enthousiastes pour leur propre bien, et d'autres qui sont peut-être pas assez enthousiastes. Je pense que les gens qui ont vu les vidéos voient très bien de qui je parle. Et en fait, c'est des trucs qui mériteraient une grosse synthèse. Sous une forme textuelle. Mais en soi, les 5 planètes que les complotistes placent dans un pentagramme maudit, oui, tout à fait, celle-là.
Alors, on en était là. Donc, dans un deuxième temps, la tactique a été de nouer des alliances avec des clans minoritaires sur des mondes isolés et tenter de renverser l'ordre historique. Au passage, c'est aussi cette approche qui a été mise en place pendant la 4e guerre mondiale. Là encore, ça a fonctionné dans un premier temps, mais la tactique a été rapidement éventée et désormais tout le monde se méfie. D'autant que c'est la raison pour laquelle des mondes comme Alt ou Trian se sont retrouvés en guerre pendant des décennies, techniquement Alt l'est toujours, depuis près de 2 siècles. On reviendra sur Alt un petit peu plus tard. Même quand la méthode fonctionne, la fédération des Hautes-Terres marche sur des œufs, le lien entre clans sont souvent plus forts que les relations entre nations, et se mettre à dos l'allié d'un clan puissant est un très bon moyen de se retrouver dans des gros ennuis. Du coup, dans les mondes contrôlés, le modèle Social Islander est rarement adopté sans de gros compromis, les populations locales sont rarement hostiles, mais considèrent les envahisseurs comme une nuisance temporaire. Et ça, c'est aussi un point avec l'espérance de vie des Eldar et des Atlani, c'est un petit peu du genre, bon là ils nous font chier, mais dans 500 ans ils seront plus là. Il y a une genre de un pentagramme d'espèces Bermudes. Oui, alors oui, c'est même plus tordu que ça. Kyoshi a un peu failli devenir en quelque sorte déesse de l'une des 5 planètes pendant au moins 20 secondes. Co-déesse, peut-être, ou grande prêtresse ou un truc comme ça. Est-ce qu'il y a des pentagrammes non maudits? C'est une très bonne question. Je dirais que oui, ça dépend dans quel sens c'est le pentagramme. Ce pentagramme inversé, ça, c'est pour le diable, mais le pentagramme avec la pointe en haut, c'est pour l'homme. Depuis, il y a une montagne qui a perdu son sommet. Ça dépend de qui les trace. Les pentagrammes, c'est comme avec la cuisine et l'empoisonnement, c'est l'intention qui compte. Très vrai. Très vrai. Très vrai. Alors, ensuite, en fait, à la base, le pentagramme, c'est un signe de protection. Oui. De même que le signe des cornes, en fait, c'est un signe pour éloigner le malin à la base. C'est Ronnie James Dio lui-même qui l'a affirmé. Ça venait de sa grand-mère sicilienne, je crois. Alors, la montée en puissance des Principautés Unies. Alors, je pense qu'en fait, je vais réorganiser ça avec des trucs qui concernent la frontière, des trucs qui concernent les Terriens, parce que vous verrez, il y a pas mal de trucs sur les Terriens. Je sens qu'on parle de gras, enfin qu'on digresse. Pas mal. Alors, les Principautés Unies ne sont pas une idée nouvelle, c'est avec la Fédération des États de la Frontière, une des nations majeures, qui a émergé à la fin de l'Arlorien Tour dans le secteur, entre les espaces Atlani, Siansk et Karlan. Elle a connu une grosse crise dynastique, je ne sais plus exactement quand, mais c'est pas très important, et a fini par être absorbée par la FEF. Sa résurgence, il y a une vingtaine d'années, est née de la montée en puissance du camp Ilyarsin, qui n'a pas hésité à nouer des alliances tous azimuts, certains diront contre nature. Elle a notamment intégré, c'est le clan, hein. Il a notamment intégré un certain nombre d'unités mercenaires, souvent d'origine terrienne, qui ont des faux airs de seigneurs de guerre, mais qui sont quand même encadrés par un système politique solide. Ces Principautés Unies 2.0 sont somme toute très différentes de leurs prédécesseurs. Si plusieurs structures étatiques ont gardé le même nom, elles ont adopté des modes de fonctionnement beaucoup plus modernes, parfois même inspirés par des idées terriennes. Les métalleux sont en fait des putains d'exorcismes, oui, carrément. On ferait presque faire un spin-off de K-pop Demon Hunter avec des groupes de métal. C'est une des idées à la con qui m'est trottée dans la tête il y a pas très très longtemps, quoi. Et quoi, t'es pas habitué ici? Il y a un petit peu de ça. Techniquement, les Principautés Unies sont un mouvement sécessionniste. Les mondes et habitats qui ont fait allégeance étaient quasiment tous des membres de la FEF, ce qui bien évidemment contrarie passablement cette dernière, et plus encore les membres de la coalition mercenaire. D'autant que les principautés considèrent des groupes comme la Dame de Fer comme étant plus des pirates que des mercenaires, ce qui est très compréhensible somme toute. La question majeure du 24e siècle, c'est de savoir jusqu'où ira la nouvelle nation. Elle n'a aucune prétention territoriale affichée, mais elle a également des services diplomatiques très actifs qui s'emploient à grignoter les membres de la FEF, ainsi que quelques territoires indépendants. Les principaux ennemis, c'était le Gargamel de ma campagne de TV. Tiens, c'était pas l'île Karaziri, parce que c'est encore autre chose, hein. Ça serait si on racontait des Galjad ou Carabistouilles ici. Non. Ici, c'est l'équivalent, mais en Suisse romand, voire des Bilvezé, oui. Qu'est-ce que ça pourrait être en Suisse romand? J'ai un blanc là maintenant. Bon, c'est pas grave.
La frontière en général, c'est la frontière a souvent été des synonymes de Sélesbol, et ça n'est pas prêt de changer. Entre les velléités des deux susmentionnés, Fédération des Hautes-Terres et Principautés Unies, il faut également compter avec la coalition mercenaire qui semble chercher à jouer un rôle politique plus marqué, sans oublier les Carlanes qui comptent les points. Pour ne rien arranger, le statut de Prasidian, appelé aussi Présidium, la planète capitale de la FEF, évacuée en 2245 et présumée détruite, est encore en suspens. Ceux qui ont lu la campagne de Tigre Volant, le secret du domaine des Trois Sources savent ce qu'il en est, mais la grande révélation n'a pas encore eu lieu. Oui, c'est un point-virgule comme ça. Et d'autres nations comme les NAUS avancent leurs pions sous la forme de missions diplomatiques avec beaucoup de vaisseaux de guerre. El Karaziri, c'était le Baba Yaga de ta campagne de télé. Bah dis donc. Une cabane à pattes de poulet. Oui, cabane à pattes de poulet et propulsion hyperspatiale. Et des missiles aussi. Ils m'ont dit que vous êtes pas mal raccord avec Baba Yaga, mais voilà. Alors, ensuite on passe à Alt. On a tendance à l'oublier, mais Alt est toujours une planète en guerre, même si dans les faits la situation est stabilisée depuis quelques décennies. On a toujours de part et d'autre des excités qui ont envie de planter des petits drapeaux sur le planisphère. Environ un quart de la planète tout au moins de la Fédération des Hautes-Terres, ou à tout le moins de clans talvarides qui leur sont inféodés. Le reste, ce sont des contrées beaucoup moins accessibles et des tribus beaucoup plus traditionnalistes, plus une quantité conséquente de mercenaires et d'idéalistes. En 2 siècles, ces derniers ont eu tendance à déteindre sur les populations locales et réciproquement. Et voilà, tu es un blanc, c'est pas un signe de non-décolonial, mais je suis absolument pas déconstruit, moi c'est juste une catastrophe. Voir l'épisode précédent, logiciel social construit dans les années 60, tout ça. Ensuite, on parlait de frontières, parlons des frontières terriennes. La Terre est une des rares planètes de la sphère à être divisée en plusieurs nations. Ce n'est pas la seule, mais il y en a à peine 4 ou 5. Qui plus est, c'est la seule où les différents États qui se partagent la surface sont antagonistes, encore que tout le monde est passablement calmé depuis les accords de Tel Aviv en 2090. Cela signifie qu'il existe des frontières, et sur et autour de ces frontières des tensions plus ou moins fortes. La plus grande, c'est l'Oural. La chaîne de montagnes au centre de l'ex-URSS est une zone au contour flou. S'il y a bien un tracé officiel, on peut estimer qu'elle forme à minima une zone de 100 km de chaque côté, zone dans laquelle on peut trouver des Européens, des Highlanders, des autochtones plus ou moins autonomes, et des zones hautement radioactives, à part plus ou moins égales. Au sud, cette zone se prolonge dans le Caucase, mais de façon peut-être plus tranchée, autant l'Oural est une région relativement peu peuplée, autant ce secteur est beaucoup plus développé. Ça, El Karaziri, ça fait presque trouver les Highlanders pas si mal. Presque, oui. D'ailleurs, mes joueurs ont dû s'allier avec un commandement d'escarte alto-terrien et sa flotte spatiale, c'est dire. Ouais, effectivement, c'est assez... J'en parle un petit peu plus tard d'ailleurs de El Karaziri, mais je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir aussi un petit peu développer. Alors, on en parlait dans quelques épisodes précédents. Sur le continent américain, le canal de Panama est le seul vrai point de contact entre les NAUS et la Fédération des Hautes-Terres. Le détroit de Bering ne compte pas vraiment. Ligne de front majeure pendant la 4e guerre mondiale, la région a gardé les cicatrices, notamment des réseaux cyclopéens de bunkers sur la face nord. Depuis, 2 cités se font face, Panama City, la ville Highlander aux lignes élégantes, et Panama Nordé, plus brutaliste. On pourrait également classer les îles Caraïbes dans cette catégorie, et dans des formes différentes, Israël et Copacabana. Dans tous les cas, ces frontières terriennes sont des zones interlopes où se développent des contacts informels et ou discrets entre les blocs politiques, parfois sous le regard amusé d'observateurs extérieurs rarement dénués d'arrière-pensée. Ce sont également des lieux où la contrebande est un art majeur. Bon, écoute, si tu as des idées pour l'El Karaziri qui contredisent pas totalement ce que j'ai écrit précédemment, je pourrais être assez preneur. La fin de l'Alliance Nord-Atlantique. Forgée dans le creuset de la 4e guerre mondiale, l'Alliance Nord-Atlantique, regroupant NAUS et Confédération Européenne, a longtemps symbolisé le monde libre face à la menace Highlander dans une sorte de guerre froide revisitée. C'était en grande partie une posture, et avec les décennies de paix, il est apparu de plus en plus nettement que cette alliance n'avait plus vraiment de raison d'être. Si elle n'est pas officiellement actée, cette fin est quasiment effective. Les effectifs de l'organisation ont drastiquement fondu au cours des dernières décennies, et si personne ne semble enclin à la débrancher définitivement, c'est aussi par crainte que cette disparition fasse monter les tensions entre les deux alliés. Le fait est que si l'Europe et l'Amérique se sont alliés face à la Fédération des Hautes-Terres, les deux nations n'ont plus grand-chose en commun, culturellement comme politiquement, et dans certaines arènes internationales, elles se retrouvent même en concurrence. La fin de l'Alliance Nord-Atlantique pourrait bien signifier le début d'une nouvelle guerre froide entre l'Europe et l'Amérique du Nord. L'existence de zones interlopes implique l'existence de zones intralopes, au même titre que l'antilope implique l'existence de l'alope.
Imparable. Ensuite, on va passer sur un petit peu autre chose. On va passer sur les clans Eldarin, les anciens et les modernes. La culture Eldarin est dans une moindre mesure Atalen. Je veux mourir. Pourquoi tu... Ah oui. Ok, non, ça... Cette fois-ci, c'est pas moi, c'est lui. Non, c'est... Pointe à doigt. Accusateur en direction de cousin Nalesque. Alors, la culture Eldarin dans une moindre mesure Atalen a vécu des millénaires à son propre rythme. L'arrivée des terriens a été un réveil brutal pour tout le monde, mais beaucoup de clans ont décidé d'ignorer le problème, éteindre la sonnerie et retourner se coucher en se disant que ça pouvait encore attendre quelques siècles. 2 siècles plus tard, on commence à voir des lignes de fracture entre les clans qui ont décidé de faire la grasse matinée et ceux qui ont pris le problème à bras-le-corps. Les seconds ont commencé à intégrer des éléments de culture terrienne, ou à tout le moins à s'y adapter, là où les premiers se retrouvent confrontés à des voisins très remuants et qu'ils ne comprennent pas. Sans surprise, certains hurlent à la trahison des traditions éternelles, là où d'autres raillent un immobilisme de fossiles sous anxiolytiques. Bon, pas à ce point, ou très rarement, mais il y a des tensions. Surtout quand les attitudes concernent les familles d'un même clan. Très bien aussi cette nouvelle section, ça présente bien les différents théâtres des opérations, ça sent la poule, la contrebande, les barbouzes en vadrouille, les coups fourrés en ton genre. Ouais, c'est un petit peu l'idée. Alors, je vais finir la lecture et puis je vais vous poser encore une question parce que c'est la deuxième question sur le truc. Et on arrive à l'El-Kharaziri. Mais pas que. L'El-Kharaziri, les anciens mondes de l'Arlorian Tour. La fracture susmentionnée est particulièrement visible dans les quelques mondes récemment redécouverts par le Kepmes, mais pas que. Beaucoup de ces populations ont vécu 3000 ans isolées du reste de la sphère, et quand elles rejoignent le grand concert des nations, quelque peu cacophonique mais passons, c'est souvent avec des attitudes qui n'ont pas beaucoup changé depuis la fin de l'Arlorian Tour, ou alors dans des directions très bizarres. L'El-Kharaziri, qui est le résultat d'une alliance avec des clans partis pour peupler des planètes très lointaines, des militaires et des aristocrates fuyant la guerre civile et des populations Karlaniandri déjà présentes sur place, plus quelques éléments encore plus exotiques, est particulièrement marquante sur ce point. Mais, il faut être franc, une bonne partie des tensions avec l'El-Kharaziri viennent du fait que personne ne comprend exactement comment il fonctionne, étant à vouloir y calquer des concepts qui sont presque justes. L'autre partie vient du fait que la nation a vécu pendant 3 millénaires sans soucier de la sphère et ne voit pas très bien pourquoi elle pourrait pas continuer comme ça. Oui, c'est de la mauvaise foi. Visiblement, ça a l'air de beaucoup plaire à Axel. Bah tant mieux. Du coup, bah là, en fait, avant d'aller peut-être dans les idées, dans les autres idées saugrenues, ma question c'est, en fait, la question que je me suis posée moi en écrivant cette partie, c'est est-ce que ça pourrait être intéressant d'y rajouter des trucs peut-être plus concrets du genre comment impliquer les personnages là-dedans. J'ai une version plus cool que la tienne, ok. Il y avait encore un élément dont je me souviens plus si je l'avais gardé ou pas, le fait qu'il y avait aussi le premier vaisseau que la Fédération des Hautes-Terres avait envoyé au Kepmes était vraiment tellement perdu qu'il était arrivé par là-bas. Genre, il s'était, en fait, ils avaient super mal réglé le moteur et ils étaient partis sur un saut de 300 années-lumière au lieu de 30, quoi. Donc, c'était un petit peu, oups, erreur facteur 10. Donc, ils sont arrivés un peu en vrac de l'autre côté. Réponse, oui. Donc cousin Nalès, que tu penses qu'il faudrait rajouter peut-être des choses plus précises pour faire des accroches de scénario. Ça, ok, je note. En tout cas, là, ça a l'air d'intéresser quelqu'un. Pour moi, l'El-Kharaziri a pas du tout aimé voir ce qui se passe avec la sphère et sa culture métissée. Oui, mais alors le truc, c'est que là où je suis pas d'accord, si tu veux, c'est que la culture de l'El-Kharaziri est déjà très métissée en fait. Tu peux intégrer des encarts en précisant certains points pour faire des synopsis de scénario, d'accord. Perso, c'est le genre de truc qui me servent en général, d'accord. Ok, bah c'est bon à savoir. Donc une partie de l'El-Kharaziri a décidé de répandre la vraie civilisation. Tu veux dire, ils ont décidé, c'est le côté aristo qui décide on va reconquérir l'Arlorian Tour, c'est ça?
Sinon, je lance une partie en disant vous courez dans la forêt, qui porte le corps. Ouais, ça c'est assez le genre de truc que j'aime bien faire de temps en temps. J'ai une idée avec les potes pendant un certain temps, on a commencé à faire du château Falkenstein. Et puis pour le scénario suivant, j'avais eu envie de commencer D'ailleurs, les personnages qui sont assis dans un commissariat, dans une pièce dans un commissariat, et il y a le commissaire principal qui rentre, il fait bon, j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi est-ce que depuis que vous êtes arrivé, la moitié du port est en train de brûler. Alors Benjamin, tu dis la prononciation de Kepmes me termine dans mes cercles, dans mes cercles qu'on avait l'habitude de dire Sepmes. Ça dépend du canton. Alors ça dépend en fait le C à quoi il veut dire. C'était c'est la coopération économique, tu vois, si c'est conseil, ça c'est avec une prononciation à la K, donc Kepmes, tu vois, conseil économique, politique et militaire des États de la sphère, donc Kepmes. Mais si tu prononces Sepmes, alors tu vois, c'est marrant parce que j'ai vu tout à l'heure un mème qui était très amusant, qui était sur la prononciation de comment est-ce qu'on prononce les bestioles à pattes dans Star Wars, là, les AT-AT. Est-ce qu'on prononce ça des AT-AT ou des AT-AT? Et t'avais des gens qui disent on dit AT-AT, d'autres qui disent AT-AT et machin. Et puis la vraie réponse c'est que la moitié des gens dans l'univers de Star Wars disent AT-AT, d'autres disent AT-AT et les deux s'engueulent pour savoir quelle est la vraie prononciation. Maga Mekarloriento Great Again, ouais, j'aime beaucoup. En gros, j'ai clairement changé le Karaziri en une force de conquête politique, économique et militaire qui considère que sa voix est la seule vraie voix et bien sûr leur première cible c'est les nations Eldarin. Alors oui, c'est assez ce qui va être assez rigolo, c'est qu'il va falloir qu'ils passent à travers un certain nombre de gens. D'ailleurs on dit un Kerkle, oui. Je dis aussi, c'est aussi Paka, d'accord, ok, bah Sepmes. Je pense qu'il y a des gens qui vont dire Sepmes, il y a des gens qui vont dire Kepmes, et les deux vont se gueuler pour savoir quelle est la bonne prononciation. T'as vu le même, oui, je crois qu'il était passé sur, il était passé sur Facebook, probablement pas sur le faux participation de participants de jeux de rôle. Il y en a qui disent Atatine. Pas Watat. Ah là là. De toute façon, moi, je règle le problème en ne mangeant que des chaussons aux pommes, donc voilà. La moitié du port qui brûle, ça rappelle furieusement, oui, Seigneur des Ténèbres. Ouais, bah complètement. Mais je pense que c'est un jeu qui, l'air de rien, est assez influent dans la manière dont on fait du jeu de rôle, quoi. C'est faut quand même pas oublier qu'il y a toute une génération qui ont découvert le jeu de rôle probablement avec des trucs comme oui Seigneur des Ténèbres. Vous avez jamais vu un Suisse, un Corse, un Parisien et un Niçois à la même table de JDR? Oui, c'est. Et puis en fait, techniquement, il suffit que tu t'assoies à une table de jeu de rôle et c'est bon, on a le compte. Et Suisse, Belge et Français à la même table. Ouais, ça peut arriver aussi. Voilà. Alors, bon bah voilà où on en est pour le moment. Enfin voilà où j'en suis moi. Donc je suis assez content de voir que visiblement là sur le panel, sur un échantillon représentatif de très exactement 5 personnes, ça a l'air de bien plaire. Donc on va continuer un petit peu dans cet ordre-là. Là, je pense que mon but c'est vraiment de continuer à développer les nations parce que il y a encore plein de choses. Faut que j'écrive toutes les nations qui sont non terriennes. Faut aussi que je fasse un truc sur les organisations. Ouais. J'ai jamais vu, ça ressemble à une mauvaise blague, oui. J'ai fini le bidule, ouais. J'ai fini. Si c'est comme ça, je mange une tartine de Cénovis. Ah bah oui, c'est vrai que vous ne le savez pas, mais j'ai fait de la contrebande de Cénovis. Quand je suis allé à Paris il y a 3 semaines. Voilà. Alors là, maintenant, faut que je ne me trompe pas de caméra. Bah voilà, en gros, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous montrer.
ce qui est déjà pas mal. Pour revenir au côté plus sérieux, l'El-Kharaziri, pour moi, un très bon méchant d'Erdorin. En nuançant, je déteste les noirs et blancs, mais ils sont bien pour ça. Alors, moi, ce que je pense qui pourrait être intéressant, c'est de dire que oui, effectivement, dans l'El-Kharaziri, il y a un groupe qui a cette tendance-là. Et probablement un groupe qui dit non, on va rester dans notre coin, nous. Et en plus, ça étonne toujours les joueurs qui pensent que les grands méchants sont les Highlanders. Alors, il y a quand même d'assez bonnes raisons pour penser que les grands méchants sont les Highlanders. Ils font très bien ça, en fait. Par contre, ce que je voulais revenir sur un truc, pendant que je m'en souviens encore, la question des scénarios, des suppléments pour être précis. Un truc dont j'avais discuté pas mal avec mon binôme et néanmoins ami Antoine, c'était de faire des trucs sous forme fanzine. Un des trucs, en fait, qui pose un problème quand on crée des suppléments, c'est qu'en fait ça coûte super cher à produire. Si vous faites un supplément, alors, par exemple typiquement les suppléments comme la bibliothèque tachyonique, c'était des suppléments de 32 pages agrafés. 32 pages, ça se remplit super vite au niveau du texte, mais comme c'est du jeu de rôle, il faut des illustrations à l'intérieur et notamment il faut une couverture. Et rien que ça booste le prix de fou. Et ça devient vraiment, vraiment très compliqué. Et du coup, moi, je pensais partir sur un truc plus sous un forme fanzine, où il y a pas mal de jeux qui se lancent là-dedans. Alors j'attends de voir un petit peu des exemples pour m'inspirer du truc, mais l'idée, ça serait de faire des suppléments qui seraient aussi autour de 32 pages, quelque chose comme ça, mais de façon de produit vraiment à la cheap. Vraiment pas une grosse production value, mais l'idée de rajouter du contenu, mais sous une forme très très facile à télécharger et imprimer soi-même. Hein. Le truc en noir-blanc, t'as juste une jolie mise en page, peut-être quelques illustrations ou traits, vraiment des trucs assez simples, des logos, des trucs comme ça, des culs de lampe, et puis tu le balances en PDF. Les gens qui veulent l'imprimer peuvent l'imprimer, et voilà. Un méchant, ça perturbe, ça va être merde de méchant, quel sera le moins pire. Les joueurs ont choisi, les Highlanders n'ont pas encore tiré à vue. 400-600 balles la couve minimum, 150 balles en moyenne l'illustration qualitative en noir-blanc, 300 en couleur, ça explose. Oui, non, c'est carrément... Alors maintenant, on arrive à imprimer des choses pour des prix assez dérisoires, des impressions de très bonne qualité en numérique qui se font très vite, mais c'est vraiment... Le jeu de rôle a ce côté très particulier au niveau économique et on demande, les joueurs demandent toujours une production value assez conséquente, et donc d'avoir des jolies mises en page, d'avoir des trucs en couleur, des machins, plus le même du vernis sélectif. Non, bon, ça, là, on n'en parle même pas. Mais du coup, ça augmente toujours les tarifs et puis le coût de production de façon assez compliquée, quoi. Je sais que pour différentes raisons, Alexandre Clavel veut peut-être faire des trucs du genre pour écrire, mais même de gratuit en PDF, ouais. Il demande que ça soit pas trop cher. Oui, bien évidemment, hein, voilà. Ils veulent que leur bouquin de 300 pages avec 1 milliard d'illustrations coûte moins de 30 €. Ça, c'est, oui. Couverture cartonnée, bien évidemment. Oui, mais après, voilà, c'est toutes les personnes qui ont fait un petit peu de jeu de rôle savent le prix du truc, quoi. Sachant que le coût à l'unité sortie d'imprimerie, et encore, tu rajoutes le distributeur, tu rajoutes la marge de la boutique, et soudainement, ton truc qui sort à 10, tu le vends 40, quoi. Et ça, tu y peux pas grand chose. Mais bon, voilà, donc mon idée, pour le moment, je peux encore en changer 40 fois d'idée, c'est de viser des suppléments un peu quali, mais d'en faire genre un tous les 18 mois ou un truc comme ça, ou tous les 2 ans, enfin vraiment avoir un rythme de parution pas très énorme, mais avec un truc assez conséquent, peut-être un truc à 96 pages, machin, et puis d'avoir des trucs qui sont produits beaucoup plus vite, avec des contenus plus facilement accessibles, mais avec une valeur de production qui soit bien moindre. Pour l'impression, quand les fichiers imprimantes 3D pour les figurines d'Highlander ou les vaisseaux de l'Arlorian Tour. Comment dire? Non. Alors, si des gens veulent en faire, il y a des fortes chances que Erdorin 2300
comme Tigre Volant 3e édition, sortent sous licence Creative Commons à un moment donné ou à un autre. Ça appliquera pas les illustrations, ça c'est une autre question. Moi je sais pas faire des trucs en 3D. En plus, j'ai zéro intérêt pour créer des figurines, mais alors zéro. Hein, c'est là une raison pour laquelle j'expliquais récemment justement sur Facebook. Une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de jouer à Donjons et Dragons et j'ai même fait une overdose de fantasy, c'est que j'avais des joueurs qui des joueurs qui insistaient, et des meneurs de jeu qui insistaient de jouer avec des figurines et des plans à l'échelle. Et je déteste ça. Donc c'est pas avec moi que vous en aurez. Ça peut être rigolo à peindre. Mais ouais, même si tu fais des dessins, bah, pour faire une impression 3D, c'est quand même une modélisation. Moi, je vois de temps en temps, j'avais eu quelques contacts pour d'autres raisons avec des gens qui font des figurines. On en croise de temps en temps sur certains salons, notamment à Troll et Légendes. Et du coup, bah, je vois passer leur création en 3D. Bah, c'est un peu velu quand même. Hein. Et honnêtement, les vaisseaux de la... Bref... Pourquoi pas, mais moi j'ai aucun intérêt à le faire. Déjà, je dirais que c'est pas mon métier, déjà que auteur c'est pas mon métier non plus en vrai, hein, voilà. Alors j'ai un grand intérêt pour les figurines de Kyoshi et Dayfield grand format, genre 30 cm. T'as vu les posts de Stéphane Sejic sur Sunstone, hein, je vois tout à fait. Le travail à l'échelle, c'est interdit. Qu'est-ce que t'entends par le travail à l'échelle? Tu peux faire un cube en 3D, ouais. Ça, j'y arrive aussi, à peu près. Mais je pense qu'il sera même pas, ce sera même pas en vrai. Ah ben là encore, les figurines grand format, c'est un truc qui me parle pas du tout. Ça c'est, ouais. Si des gens en font, c'est cool, et si ça se fait en vrai, j'en prendrais peut-être un pour avoir quelque part, histoire de dire regardez, ça vient de mon univers, mais enfin fondamentalement ça c'est pas trop de intéressant d'utiliser une échelle comme station de travail. Oui, je peux comprendre, hein. Déjà il n'y a pas de port USB, c'est très chiant pour brancher le clavier, en plus la résolution est pas terrible. Mais bon, voilà, donc ça c'est un petit peu les idées que j'ai. Après, soyons honnêtes, je suis même pas sûr qu'un jour je vais arriver à finir ce jeu. Alors oui, en vrai, je vais le finir. Est-ce que c'est quelque chose qui va être fini par être publié, que vous allez trouver en boutique de jeux de rôle? Ça, j'en sais rien. En vrai, ça ne dépend pas de moi. Je rappelle que t'es censé faire 2 boulots pour moi depuis 2 mois. Alors tu vois, c'est marrant parce que j'avais oublié. Je sais même pas exactement de quoi tu parles. Mais oui, probablement. La bible graphique, la feuille de perso. Juste, j'avais oublié. La bible graphique. Alors la bible graphique, c'est un travail qui peut se faire à plus long terme. Hein. Je m'attends pas à ce que tu me livres une bible graphique à la fin de l'été. La feuille de personnage, ça serait sympa parce qu'il y a des conventions qui commencent à arriver. Je vais avoir donc pour les gens qui sont en Suisse, hein, pour les autres, vous pouvez vous barrer. Non, pas tout à fait, mais enfin, il y a une convention fin août auquel je serai dans le Valais à Saxon. Et puis une convention à Arcana qui revient, qui aura lieu au château d'Alamand. Donc c'est entre grosso modo entre Genève et Lausanne. Hein. On n'est pas encore 100% sûr d'y aller, mais voilà, ça sera quand même prévu. J'étais là quand elle l'a dit. Et oui, voilà. Mais donc ça serait la feuille de personnage, ça serait pas mal d'avoir. Je connais l'univers visuel de TV par cœur, et pour cause, ça serait bien que je sorte ce que je connais par cœur pour les autres illustrateurs. Alors en fait, ce qui serait effectivement bien, c'est aussi parce que tu connais l'univers visuel par cœur, mais j'ai peut-être moi des choses qui ont changé, des références qui ont changé. Donc je pense qu'il faudra aussi qu'on en discute. Je me fie du décalage horaire avec la conf de Saxon. Oui, mais déjà, je vais m'acclimater parce que mi-août, je vais aller voir un concert au Val-de-Bagne qui est juste à côté. Donc ça me permettra un petit peu de m'accorder, sachant qu'ils ont quand même réussi à faire un festival qui a lieu dans les pâturages. Et pourquoi pas? Ça s'appelle le Rocklet d'ailleurs.
parce que Val-de-Bagne, logique. Un truc ce que tu conseilles à mes clients, tes clients, c'est pas les miens, les tiens. C'est une convention qui arrondit les angles saxons. Oui, ok. Tu réunis des images de ce qui ressemble à ce que tu veux, tu rajoutes des notes, ça suffit. Oui, ça fait partie des piles de choses que je m'étais dit que je ferais il y a 10 ans et que j'ai toujours pas fait. Mais effectivement, c'est pas. Je l'avais fait d'ailleurs pour Tigre Volant 3 à l'époque. Alors j'ai pas compris la blague de Vincent, la convention qui arrondit les angles. Tu m'aurais parlé, c'est une convention où il joue du hard rock, là j'aurais déjà plus compris, mais sachant que oui, le groupe Saxon a joué à Saxon une fois. Ah, anglo-saxon. Ah oui, oh là là, non mais va falloir prendre Nalesque pour taper sur Vincent parce qu'autrement on va pas s'en sortir. Les fameux saxophones, oui. Oui. Bon, on va faire un prix de gros, on va les attacher les trois pour les jeter dans le lac et ça ira bien. Voilà, bon, sur ces fortes paroles, un on this bombshell, comme disait l'autre, je vais vous souhaiter une excellente soirée. En tout cas, merci à tous d'être venus, puis à tous d'avoir bien participé. Il y a eu plein de choses qui ont été dites qui étaient très très intéressantes. En plus, I feel validated, donc c'est encore mieux. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain live stream de jeux de rôle. Pour ceux qui s'intéressent aux trucs bruyants, la semaine prochaine, alors je sais pas encore trop comment, je dis une bêtise parce que je sais pas trop encore comment je vais m'organiser. Il est pas impossible qu'en fait je fasse jeu de rôle la semaine prochaine. Donc le 6 et que j'intervertisse avec la musique parce que je pense pas être en mesure de finir l'épisode dans les prochains jours. Donc voilà, en tout cas gardez un œil sur les différents réseaux sociaux, j'annoncerai ça, mais donc il n'est pas impossible que jeudi prochain on refasse du jeu de rôle. Une très très bonne soirée à tous et puis une prochaine. Merci, bye bye.